C'est vrai que dans nos disciplines en gestion, on aime bien toujours, comme on dit, se benchmarker, même si le mot n'est pas très joli, mais on aime bien avoir des points de repère pour voir si ce que nous faisons n'est pas juste auto-centré sur ce que nous sommes. Donc j'ai sollicité Pascal Barnetto, qui est professeur à Bordeaux et qui évolue dans un environnement, je dirais, pluridisciplinaire, avec une nouvelle unité de recherche qui s'appelle ECOR. Il nous en dira quelques mots et en fera un peu le bilan. Je salue Marc Filzer, qui est là au titre de son université de Bourgogne et du laboratoire qui a été constitué déjà il y a quelques années entre plusieurs sites, qui lui est en gestion et, euh, et qui regroupe plusieurs sites. Isabelle Girard-Potin, qui donnera aussi le point de vue de l'organisation de la recherche au niveau des écoles doctorales. La recherche, ce n'est pas que les labos, c'est aussi évidemment les écoles doctorales, avec un laboratoire qui est dédié, enfin une école doctorale, pardon, qui est dédiée à la gestion, mais qui regroupe plusieurs établissements de gestion, comme l'IUT ou un institut national polytechnique à l'INP. Voilà, donc c'est aussi un modèle qu'on rencontre souvent. Et je dirais peut-être quelques mots, moi, sur le cas de Paris, en fait, qui ressemble assez près à celui de Grenoble. Et donc, en fin de table ronde, Hubert PS du HES pourra nous dire, ben, regarde de ces exemples, ben, lui, sa vision, on se pose des questions sur les questions de taille critique, c'est quoi le nombre optimal de chercheurs, est-ce qu'il y a une organisation à privilégier, est-ce que finalement plusieurs organisations peuvent coexister ou cohabiter. C'est un petit peu tout ça les sujets de la recherche. Alors vous avez à votre disposition le chat pour pouvoir interagir. Je rappelle que ce webinaire est enregistré pour le mettre à disposition, comme on le fait très souvent maintenant, pour pouvoir le re-regarder dans un deuxième temps. Voilà, donc je ferai un peu le modérateur de tout cela et je relayerai les questions. On se gardera en fin de webinaire un temps pour les questions. Donc, je commencerai par Pascal Barnetto, donc, qui est professeur à Bordeaux, pour qu'il nous évoque un petit peu dans le cadre de la fusion bordelaise, puisque je vous rappelle qu'il y a eu une fusion bordelaise de 3 universités, dans laquelle était Bordeaux 4, où se situait l'IAE, et pour nous parler un petit peu de ce premier modèle, ou d'un modèle qui a émergé sur place, celui d'un laboratoire pluridisciplinaire, avec plusieurs disciplines. Et donc, je te laisse la parole, Pascal, pour une dizaine de minutes afin de nous faire un petit bilan des avantages et des limites du dispositif que tu côtoies. D'accord, merci Eric. Bonjour à tout le monde. Alors, comme tu viens déjà de l'annoncer, je suis obligé d'expliquer un petit peu le contexte, on va dire, institutionnel et donc organisationnel dans lequel on évolue. L'Université de Bordeaux a fusionné officiellement en 2014 et suite à cette fusion, l'organisation voulue par le central de l'université est un découpage finalement assez matriciel avec d'un côté les unités de formation et puis de l'autre côté les unités de recherche. Alors l'unité de recherche à laquelle les chercheurs en sciences de gestion et du management appartiennent dans cette université de Bordeaux dépasse largement le cadre de l'IAE. Cet institut s'appelle l'IRGO, l'Institut de recherche en gestion des organisations, qui est un institut fédératif qui, historiquement, s'était construit, et ça c'est important également, sur les grandes disciplines des sciences de gestion, le marketing, la finance, les ressources humaines, l'entrepreneuriat, bref, sur ces grandes disciplines dans lesquelles finalement on a l'habitude d'évoluer. Et puis, suite aux différentes recommandations du HCERS, il a fallu faire un petit peu évoluer ces axes disciplinaires sur des grands thèmes, sur des grands sujets. Et donc, de par le contexte de Bordeaux, voilà, il y a eu historiquement 3 thèmes qui ont été retenus. Un qui était sur le domaine du vin et des domaines vitivinicoles de manière très large, puisque ça fait partie d'un élément important sur Bordeaux, avec au sein de cette université de Bordeaux un institut qui est l'Institut supérieur de la vigne et du vin. Il y a un deuxième thème qui correspondait également un petit peu aux orientations voulues par la région Nouvelle-Aquitaine et par l'Université de Bordeaux, c'était sur le numérique. Et puis un troisième thème qui fédère finalement beaucoup de chercheurs en sciences de gestion, assez large comme thème, c'est la RSE. Donc aujourd'hui, finalement, l'organisation de notre unité de recherche, c'est 6 équipes disciplinaires et 3 grands thèmes. Donc le vin, le numérique
et la RSE. Et puis, à partir de 2018, l'Université de Bordeaux a souhaité que l'on crée de grands instituts de recherche spécialisés. Donc, elle a fait un petit peu éclater tous les départements de recherche historique. Donc, nous appartenions à un département des sciences humaines et sociales dans lequel il y avait 16 unités de recherche. Et donc, il a fallu créer un institut au départ de recherche. Et cet institut de recherche, il a émergé par consultation de mes collègues sur le thème, le mot du comportement. Et donc, on s'est rapproché naturellement des psychologues qui eux-mêmes également avaient déjà orienté leur recherche sur le comportement individuel. Et donc, on avait créé l'Institut du comportement, avec d'un côté les comportements individuels, d'un autre côté les comportements organisationnels. Donc, il y avait un rapprochement entre laboratoire de gestion et laboratoire de psychologie. Et puis, comme il fallait faire émerger de grands instituts, qui sont par la suite redevenus des départements, finalement, il y a deux autres laboratoires qui sont venus se greffer sur notre thème central. C'est un laboratoire d'économie et puis un laboratoire, on va dire, des sciences de l'éducation et du sport. Donc aujourd'hui, on a créé un institut qui s'appelle le département ECOR, ECO, donc évaluation, comportement, organisation, dans laquelle on se retrouve avec 4 unités de recherche, toutes équipes d'accueil, dans laquelle 2 grands axes ont été proposés, un axe sur le comportement et puis un axe sur l'évaluation des politiques publiques. Donc voilà un petit peu le contexte institutionnel, si bien qu'aujourd'hui, que ce soit en termes d'unités de recherche ou en termes d'IAE, au niveau de l'Université de Bordeaux, on se retrouve au niveau numéro 3, l'étage 3, puisque nous avons, tant pour l'IAE, au-dessus un collège de formation, puis après le central, et puis au niveau de la recherche, on a un département, et puis au-dessus, on a le central. Voilà. Donc, on est sur le même niveau en termes finalement d'organisation, même si la direction de l'IAGO est complètement indépendante de la direction de l'IAE. Alors, je vais essayer un petit peu de répondre et de donner mon avis sur le thème de cet après-midi, sur quel modèle d'organisation de la recherche dans les IAE et pour l'avenir. Alors, pour essayer de proposer une réponse, d'abord, il y a 2 questions dans celle-ci. D'abord, d'un point de vue institutionnel, on a, au niveau des LIRGO, été toujours très, très proche de l'IAE. Et ça, je pense que le premier point important à souligner, c'est la proximité des 2 directeurs de l'IRGO, directeur de l'IAE, dans lesquels finalement on s'entend assez bien et sur lesquels on a également la même vision des choses. Pourquoi? Parce que l'IAE va proposer également des mentions de master et puis on a également des mentions, des spécialités de recherche au sein de l'IRGO et finalement les équipes disciplinaires se confondent également avec les mentions de master. Et ça, c'est, je trouve, un point positif, en tout cas dans notre cadre local, puisque la plupart des responsables de mention sont également directeurs d'équipe de recherche. Si bien qu'il y a une intégration assez forte entre d'un côté la formation et puis d'un côté la recherche. Donc ça, c'est un premier point positif que je soulignerai. Et le deuxième point, c'est sur finalement les sujets de recherche, les objets de recherche sur lesquels finalement on travaille. On a essayé finalement de fédérer de manière très transdisciplinaire la plupart finalement de nos recherches et comme je l'ai dit, c'est surtout la thématique du numérique, du digital et de notre côté de la RSE qui a émergé et on s'est rendu compte également qu'il y avait un ancrage territorial fort quand on est également membre du réseau des IAE à avoir et cet ancrage territorial fort passe également par finalement des collaborations entre IAE d'une même région. Et donc, on a commencé à faire émerger au niveau de la région Nouvelle-Aquitaine, finalement, un réseau des IAE, avec notamment l'IAE de Poitiers et l'IAE de Pau-Bayonne, en fait, de Pau et des Pays de l'Adour. Au niveau de la recherche, des thématiques communes, et finalement, on s'aperçoit qu'on travaille sur beaucoup d'axes communs, en particulier sur la partie développement durable, environnement, donc de manière très large RSE, et puis également sur l'aspect numérique digital. Donc je pense que ce modèle finalement va nous permettre finalement de faire émerger d'abord des équipes beaucoup plus fortes,
d'avoir également peut-être une certaine latitude par rapport à nos tutelles. Et puis, voilà, ça va faire voilà, créer une dynamique au sein des collègues. Voilà ce que je peux dire dans un premier temps sur le modèle de l'IE de Bordeaux. D'accord. Et l'interaction avec les autres disciplines, si je pousse un petit peu plus loin le raisonnement, qui était donc l'économie ou les psychologies ou l'éducation, du coup, on reste quand même entre IAE, enfin, on essaie plutôt d'évoluer entre IAE que de rester avec les autres disciplines, ou comment se Non, combinent non, les non, deux approches? il y a eu des projets qui ont commencé à émerger avec effectivement, voilà, ce département ECOR en fait est quand même assez récent. Puis l'année dernière, finalement, ça a bloqué un peu l'ensemble des projets, hein, le fait de ne pas pouvoir physiquement trop se rencontrer. Mais effectivement, il y a des projets qui ont émergé entre. Alors, il y avait déjà hein, des projets à titre individuel, mais là, ça a permis de faire émerger des projets communs, des très gros projets où effectivement, on se rassemble entre psychologues, économistes et gestionnaires. Oui. Très bien. Merci, merci Pascal. Donc, merci pour cet exemple. Deuxième témoignage, deuxième exemple du côté de la Bourgogne, de la Franche-Comté et de la Haute-Alsace. Donc, Marc, quelle est un petit peu aussi la genèse et aujourd'hui le bilan de ce type de regroupement et les objectifs qui étaient aussi derrière? Alors nous passons d'un vignoble à l'autre, et un site qui a aussi son institut de la vigne et du vin, mais qui est un lointain voisin. L'histoire de la gestion dans cet ensemble territorial très vaste, hein, qui va aujourd'hui de Dijon à Colmar en passant par Besançon, Belfort-Montbéliard et Mulhouse, est une histoire extrêmement différente de celle de Bordeaux. Bordeaux est un site qui a toujours eu un ancrage extrêmement fort dans le domaine de la gestion. Et alors que dans notre région, au contraire, le développement de la gestion remonte aux années 86-87. Donc à cette époque, le hasard a fait que trois profs de gestion se sont retrouvés dans le tout petit IAE de Dijon, hein. J'y étais arrivé par les hasards du concours où je venais d'y retrouver Gérard Charot et Bernard de Montmorillon. Et une fois qu'on avait pris les trois profs, on avait toute la gestion à l'IAE de Dijon, y compris en termes de formation et de recherche. Et le projet que nous avions à l'époque, c'était justement d'exister dans le paysage national, parce que finalement, entre la Lorraine et l'Alsace au nord et puis Lyon au sud, bah, il y avait quand même un grand désert, alors qui certes, au plan démographique, n'est pas une des régions les plus dynamiques de France, mais il y avait un potentiel. Et on a pensé qu'il était intéressant d'occuper le terrain, d'autant qu'il existe à Dijon depuis plus d'un siècle une école de commerce qui à l'époque avait une visibilité nationale assez significative. Donc le choix que nous avons fait à l'époque a été de développer l'IAE à partir de la recherche. Ça a été vraiment un choix presque contre-intuitif, hein, dans la mesure où souvent lorsque les IAE se développent, on le voit par exemple parmi certains jeunes IAE qui viennent d'entrer dans le réseau, la formation est plutôt le point de départ. Chez nous, au contraire, on a vraiment fait le choix d'ancrer le développement de l'IAE dans le développement d'un programme de recherche pour une raison qui était à l'époque assez triviale, c'est que si on voulait recruter des enseignants-chercheurs à Dijon vers 1990, si on ne les formait pas nous-mêmes, personne n'avait envie de venir à Dijon, qui était un peu considéré comme un désert en matière de recherche et de formation. Donc on a lancé un programme doctoral, et l'adossement de ce programme doctoral a été une toute petite équipe qui s'appelait déjà à l'époque le CREGO, Centre de recherche en économie et gestion des organisations, qui était rattaché à une très grosse UMR CNRS d'économie qui s'appelait à l'époque le LATEC, le Laboratoire d'analyse et de technique économique. C'est une unité qui brillait à l'époque au firmament de la recherche en économie, essentiellement grâce à son directeur, notre collègue Claude Ponsard, qui était un des grands fondateurs de l'économie mathématique en France. Et le rayonnement du LaTeX était tout à fait exemplaire dans le domaine de l'économie. Mais ce que je tiens à rappeler bien des années après, c'est que Claude Ponsard avait aussi été un visionnaire, parce que alors qu'un certain nombre de ses collègues économistes voyaient finalement déjà à l'époque d'un assez mauvais œil la gestion commencer à se développer, Claude Ponsard nous a dès le départ apporté un appui extrêmement fort, en faisant passer le message que la gestion, ça faisait partie de l'avenir des formations et de la recherche à l'Université de Bourgogne. Je pense que sans son appui, on aurait eu beaucoup de mal à se développer.
On a eu de la chance parce que la mayonnaise, si j'ose dire, a bien pris. On a eu assez vite un flux de doctorants assez significatif. Et grâce justement aux recrutements qui ont pu suivre après, lorsque ces doctorants avaient terminé leur thèse, on a commencé à développer les activités de formation. Ce qui fait que chez nous, historiquement, la recherche et la formation ont été absolument indissociables, hein. On était vraiment dans une perspective de synergie extrêmement étroite entre les activités de recherche et les activités de formation. Le biais qu'on a pris à l'époque, parce qu'il faut aussi reconnaître les côtés moins brillants de l'affaire, c'est que notre recherche avait une orientation extrêmement académique. Alors le bon côté, c'est qu'en termes de visibilité des publications et en termes de rayonnement, je crois qu'on n'avait pas grand-chose à prouver. En revanche, c'est sûr que on n'a pas vraiment développé à l'époque les liens avec le tissu économique local, qui par ailleurs c'est la Bourgogne-Franche-Comté, hein. On n'est pas ni sur le plateau de Saclay, ni à Sophia-Antipolis, hein. On a un environnement, la Bourgogne-Franche-Comté a le deuxième plus faible PIB par habitant en France, hein. Il n'y a que la Corse qui est derrière. Donc on a un environnement socio-économique qui est assez faible. Et c'est vrai qu'à cette époque, on n'a pas fait grand-chose pour améliorer notre implantation, sachant que de toute façon, l'école de commerce occupait le terrain et l'occupait d'une manière étroite, hein, à travers ses réseaux d'anciens, etc. Donc ça, c'était la première phase, je dirais, c'était la phase qui a été grosso modo de 1988, hein, la création du Crégo de l'époque, jusqu'autour des années 2000, la gestion était une petite équipe en croissance au sein d'un gros laboratoire d'économie. Et puis, un premier tournant a été franchi lorsque le LaTeX, qui gardait un statut du MRCNRS, est devenu laboratoire d'économie et de gestion, le LEG, ce qui déjà était une évolution intéressante. Et au sein de ce laboratoire d'économie et de gestion, on a adopté une organisation avec quatre équipes, donc 2 équipes en économie et 2 équipes disciplinaires en gestion, l'une, le Fargo, finance, architecture et gouvernance organisationnelle, que dirigeait Gérard Charot, et puis le CERMAB, le centre de recherche en marketing de Bourgogne, que je dirigeais. Donc 2 équipes de gestion, 2 équipes d'économie au sein de cette UMR CNRS. Et l'une des particularités de nos 2 équipes de gestion, le Fargo et le CERMAB, c'est que dès qu'on a commencé à se développer un peu, on a attiré les quelques enseignants-chercheurs de gestion qui travaillaient à l'Université de Franche-Comté. Donc à Besançon et à Montbéliard, il y a un certain nombre de composantes qui font de la gestion. Donc il y a un département gestion à l'intérieur d'une faculté de droit, sciences éco et gestion, qui se dénomme IAE Besançon aujourd'hui, enfin qui n'est pas un IAE. Et il y a des départements d'IUT. Donc on a très naturellement, je dirais spontanément, les collègues de Franche-Comté se sont rapprochés de nous, ce qui fait que sans qu'on ait vraiment pris une décision formelle un jour, avant même qu'existe la commune Bourgogne-Franche-Comté, les gestionnaires de Dijon et de Franche-Comté travaillaient ensemble. Et puis alors, dans une de ces décisions tout à fait intéressantes qui caractérisent le fonctionnement du CNRS, hein, le CNRS, lors d'une évaluation, a dit c'est très très bien ce que vous faites à l'intérieur du LEG. La gestion doit peser à peu près 70% des productions du LEG, l'économie 30%, mais on veut seulement un laboratoire d'économie, donc les gestionnaires foutaient le camp. C'est le plus grand service que le CNRS nous a rendu, parce qu'on a donc quitté, par la force des choses, cette UMR-CNRS, qui est devenue pendant quelque temps encore une UMR et qui a même perdu son statut. Donc le laboratoire d'économie de Dijon est redevenu aujourd'hui une équipe d'accueil. Et puis nous, on a été finalement incités à chercher une autre organisation. Et le choix qu'on a fait, donc ça date de 2013, a été de constituer une équipe d'accueil pluridisciplinaire en gestion qui serait commune aux universités de Bourgogne et de Franche-Comté qui, entre-temps, s'étaient engagées dans un processus de rapprochement sous la forme d'un presse d'abord et d'une commune ensuite. Alors la commu fonctionne d'une manière plutôt brinque-ballante, hein. Si vous avez suivi un petit peu l'actualité de la commu Bourgogne-Franche-Comté, on ne peut pas dire que ça a été jusqu'à présent une réussite éblouissante. En revanche, le Crégo, en tant que structure de recherche, a extrêmement bien fonctionné, a tellement bien fonctionné qu'un beau matin, on a vu venir frapper à notre porte nos collègues de l'Université de Haute-Alsace.
Alors c'était une situation paradoxale puisque l'université de Haute-Alsace donc est organisée sur les deux villes de Mulhouse et de Colmar avec un certain nombre de composantes qui font de la gestion, IUT, mais également une faculté de droit et co-gestion à Mulhouse et une faculté de marketing et d'agrosciences à Colmar. Et ces collègues, il leur est arrivé un petit peu la même chose que nous. Ils étaient dans une équipe économie-gestion qui, elle, avait été très très mal évaluée. Et à la suite de cette mauvaise évaluation, l'université avait décidé de supprimer l'équipe et de dire à ses membres, bah, choisissez où vous voulez aller. Alors les collègues de Haute-Alsace, dans un premier temps, avaient songé à se rapprocher de l'université de Strasbourg. Bon, l'accueil a été un petit peu frais à Strasbourg, donc on avait déjà des relations un peu amicales avec eux, notamment nos collègues de Besançon travaillaient beaucoup avec nos collègues de Mulhouse. Ils sont venus frapper à notre porte et nous ont dit, bah, est-ce qu'on ne pourrait pas créer une troisième antenne en quelque sorte du Crégo? Il y avait déjà Dijon, il y avait Besançon, est-ce qu'on pourrait créer une antenne Haute-Alsace? Alors ça posait des problèmes institutionnels que vous imaginez, puisque l'université de Haute-Alsace, bah, c'est le site alsacien, donc théoriquement le partenaire naturel institutionnel c'était Strasbourg, et avec sa propre école doctorale, avec donc toute une situation finalement qui institutionnellement aurait pu être compliquée. Bon, on a eu de la chance, hein, la présidente de l'université de Haute-Alsace, Christine Gangloff-Ziegler, a été extrêmement positive dans cette phase, a beaucoup appuyé la démarche, et de ce fait, bah, nos collègues de l'UHA sont entrés dans le Crégo, ce qui fait qu'aujourd'hui, donc le Crégo est une unité de recherche, donc une équipe d'accueil qui travaille sur quatre sites, Dijon, Besançon, Mulhouse et Colmar. Ça a finalement bien arrangé les collègues de Belfort-Montbéliard qui géographiquement étaient finalement aussi proches de Mulhouse que de Besançon. Et on a adopté donc une structure alors assez matricielle aussi, je crois qu'on a guère le choix en gestion. Donc d'abord les équipes disciplinaires historiques. Donc on a 4 équipes disciplinaires, marketing, finance, contrôle de gestion et gestion des ressources humaines. Et on a fait émerger 3 thématiques un petit peu plus transversales. Alors une thématique où on a été un peu pionnier depuis une bonne trentaine d'années, c'est le management des activités culturelles. Et puis 2 autres thématiques, l'une qui est très classique, qui est l'entrepreneuriat, et une troisième, alors qui est vraiment l'un des fils conducteurs forts entre Dijon, Besançon et Mulhouse, qui est le management public. Ce qui est intéressant, c'est que notre structure est tellement baroque, hein, au sens le plus profond du terme, que finalement, les tutelles nous laissent un peu tranquilles, c'est-à-dire qu'on a une organisation avec des antennes qui sont dotées d'une assez large autonomie, donc ce qui fait que les 3 universités y trouvent leur compte, puisqu'elles gardent quand même un droit de regard sur le fonctionnement des antennes. Et on a en contrepartie gagné une liberté de manœuvre assez considérable en termes de définition des orientations de recherche, en termes de définition d'actions de valorisation, et en termes également de collaboration avec d'autres équipes de recherche. On a par exemple monté avec nos voisins de la région Grand Est les journées de recherche en marketing du Grand Est, qui existent depuis 6 ans et qui tournent chaque année entre les universités, donc entre chez nous, le Crégo, Regard à Reims, le CEREFIGE en Lorraine et Humanis en Alsace. On a même raccordé la Louvain School of Management en Belgique, donc c'est un grand test très élargi. Donc on a cette latitude de développement, alors je ne sais pas combien de temps elle durera, mais en tout cas qui a vraiment permis l'émergence d'une dynamique extrêmement positive, puisque des 3 pauvres fondateurs de 1986, aujourd'hui on est passé à 140 membres. Donc c'est une évolution qu'on peut considérer comme assez positive. Merci Marc. Donc je note que finalement, 2 universités peuvent partager un même laboratoire, hein, enfin, en quelque sorte. Hein, 3 universités. 3 universités. 3 universités, puisque la commune n'est pas une commune fusionnelle. Hein. Elle évolue vers un établissement expérimental de type plutôt fédéral. Donc nous avons 3 tutelles. L'université de Bourgogne, l'université de Franche-Comté et l'université de Haute-Alsace. Très bien. Je me tourne vers, merci Marc, on reviendra sur les questions, je me tourne vers Isabelle, donc là peut-être au niveau d'une école doctorale, pareil, c'est une école doctorale de gestion, contrairement à d'autres écoles doctorales qui sont parfois partagées avec plusieurs disciplines, mais qui hébergent, si j'ai bien compris, des chercheurs et des doctorants issus
de plusieurs établissements de gestion sur l'université. Donc pareil, un petit peu au regard de cette organisation, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui pourrait, c'est quoi les bonnes pratiques à faire valoir ou les originalités à faire valoir dans ce cas-là. Merci Eric, merci beaucoup pour l'invitation à cette table ronde. Bonjour à tous. Je suis effectivement à la direction de l'école doctorale, mais mon propos est un peu plus large que l'école doctorale, parce que je suis également professeur de finance à l'IAE et membre du laboratoire CERAG. Donc, je parle un petit peu du paysage dans son ensemble. Et comme l'a fait Pascal Barnetto, peut-être un mot de contexte aussi de ce qui se passe à Grenoble, puisqu'on a eu des évolutions importantes sur ces dernières années. On est structuré aujourd'hui avec un établissement public expérimental, qui est donc l'Université Grenoble-Alpes. Cet établissement public expérimental, il regroupe en fait l'ensemble des forces universitaires du site, et que ce soit donc l'ancienne Université Grenoble-Alpes qui était déjà issue de la fusion des 3 universités historiques, et puis on a les écoles d'ingénieurs de Grenoble-INP, on a Sciences Po, et on a l'école d'architecture. Donc, nous sommes regroupés et unis dans l'EPE, donc Université Grenoble-Alpes. Au niveau du doctorat, donc on a un collège des études doctorales, on a 13 écoles doctorales, dont l'école doctorale en sciences de gestion est une petite école. On est indépendant, mais effectivement petit par rapport à d'autres écoles doctorales comme la physique, par exemple. Donc, ce qui nous caractérise peut-être par rapport à ce qui a été dit précédemment, c'est que en ce qui concerne la gestion, donc à l'intérieur de cette EPE, nous sommes très regroupés gestion. Donc, on a l'école doctorale en propre, sciences de gestion, ce qui est quand même assez rare dans le paysage français, et on a un seul laboratoire adossé à cette école, enfin, et on travaille ensemble, qui est le CERAG, qui est donc le laboratoire qui fédère toutes les sous-disciplines de la gestion et qui comprend environ 150 membres, donc il y a quand même un gros labo du site. Alors, comme tu disais, Eric, ce qui nous caractérise, c'est donc justement, ce n'est pas un labo qui est spécifique à l'IAE, puisqu'on regroupe l'ensemble des enseignants-chercheurs de gestion. Donc, l'IAE, c'est quand même la majorité des forces, pas loin de 2/3, mais on a aussi l'IUT de Valence, puisque l'université se déploie aussi à Valence, l'IUT de Grenoble, on a Sciences Po, et on a les enseignants-chercheurs en gestion de Grenoble-INP, également quelques enseignants-chercheurs en gestion de la faculté de sciences économiques, et plus quelques personnes extérieures à ces cadres-là, mais voilà principalement les regroupements qu'on a donc, au niveau de gestion. Alors, au niveau du laboratoire, nous n'avons pas gardé la structure matricielle qui a été évoquée précédemment, puisqu'on a carrément basculé sur des axes de recherche. Donc, on avait effectivement avant la structuration par discipline. Maintenant, on a 3 axes de recherche qui sont anticipation et gestion des risques. Le deuxième, comportement responsable et enjeux sociétaux. Et le troisième, innovation et complexité organisationnelle. Et en fait, les disciplines se sont un petit peu mêlées dans ces 3 axes. Donc, ça a été une évolution qui s'est faite en prenant son temps, mais qui a quand même changé profondément la structuration du labo et qui a donc incité aussi à plus de travail entre sous-disciplines de la gestion. Alors, maintenant, j'en viens peut-être quand même un petit peu plus à l'IAE parce que c'est quand même le cœur du sujet ici. Donc, bien sûr, le directeur de l'IAE est membre de droit du conseil labo, du CERAG, membre de droit du conseil de l'école doctorale. Donc, il y a du travail qui se fait en commun et qui est très resserré. Il y a quand même aujourd'hui, au niveau de l'IAE, des projets pour plus affirmer peut-être cette dimension recherche dans l'IAE, et il va y avoir là, dans quelques jours la nomination d'un directeur de la recherche à l'IAE qu'on n'avait pas en fait jusque-là, et puis en projet aussi de formaliser davantage une stratégie recherche. Alors, bien sûr, tout ça, ce n'est pas orthogonal à ce qui existe, mais c'est peut-être plus signaler cette dimension recherche dans l'IAE, au-delà de tout ce qu'on sait faire et qu'on fait relativement bien en formation. Il y a aussi donc quelques axes stratégiques de l'IAE qui sont
aligner la recherche sur la mission IAE, soutenir la recherche des enseignants-chercheurs, développer la formation par la recherche. Alors, je ne vais pas tout développer, mais par exemple, pour ce qui concerne la formation à et par la recherche, je peux signaler le fait qu'on a 3 parcours de master qui sont orientés recherche. Il n'y a plus de master recherche en tant que tel, hein, mais qui sont orientés recherche, qui sont dispensés complètement en anglais. Donc, on en a un qui est en finance comptabilité, l'autre un deuxième en marketing et un troisième en management et des systèmes d'information. Donc, ces 3 parcours sont encouragés, donnent des candidats docteurs, bien sûr, pour l'école doctorale et pour le labo. Et le passage en anglais a fait qu'on a aussi diversifié notre recrutement et augmenté le nombre de candidats et donc aussi la qualité du recrutement. Donc, on a ces aspects. Il y a également au niveau de la formation tournée recherche des groupes d'IA, mais plus spécialement à l'étranger. Donc, il y a 3 groupes de DBA, sauf erreur, qui fonctionnent actuellement donc, dans le cadre de la formation continue à l'international. Toujours côté IAE, pour voir un petit peu ce qui se fait, il y a un soutien et des chaires de recherche. Donc, il y a déjà des chaires de recherche qui fonctionnent bien depuis pas mal d'années. Par exemple, la chaire Capital et Humain Innovation, elle existe depuis longtemps. Il y a la chaire du management de santé au travail. Enfin, il y a du retentissement de ces chaires parce qu'il y a un vrai partenariat entre les académiques et les praticiens dans ces chaires. Et l'idée, c'est d'encourager aussi le développement de ces chaires dans le futur. Voilà, après, il y a des choses plus classiques sur le soutien aux enseignants-chercheurs, une subvention de l'IAE au labo, et des charges de service pour les juniors. Ça, c'est aussi dans le cadre d'une politique de l'université. Mais pour donner un petit peu une idée de l'importance, bien sûr, de la recherche dans l'IAE en lien avec les structures existantes. Alors, j'en reviens peut-être à la question plus précise sur avantages et inconvénients de la structuration telle qu'on l'a chez nous. Alors, c'est un petit peu, finalement, je m'aperçois que chacun est assez content de la situation qu'il a. Donc, nous sommes plutôt contents de la situation dans laquelle on est, c'est-à-dire le fait d'être structuré selon notre discipline gestion, parce qu'on a quand même une communauté, on a une section CNU, on a une façon de travailler, on a des étudiants qui peuvent commencer à l'IUT, continuer à l'IAE. Donc, ce regroupement est relativement naturel et permet donc de travailler en commun. Ça évite aussi, on a un seul gros labo de gestion, donc on n'a pas de conflits qui peuvent exister. Par exemple, pour l'attribution des contrats doctoraux, ça se fait donc, avec tous les acteurs de la gestion qui sont aussi des acteurs du labo et on fait ça en bonne intelligence. Alors, globalement, c'est satisfaisant parce qu'on a cette autonomie, on a une voix, par exemple, j'ai dit l'école doctorale est petite puisqu'on est une 60aine de doctorants seulement, mais on a une voix au directoire du conseil des études doctorales et donc ça nous permet d'avoir une place relativement importante par rapport à notre représentation en nombre. Alors, au niveau peut-être des inconvénients qu'on pourrait voir à cette structure, on peut penser que ça freine un petit peu les collaborations avec d'autres disciplines, ce qui est probablement un peu vrai, puisqu'on est structuré sur la gestion. Je pense quand même que d'autres mécanismes ont pu aider à ce qu'il y ait de la recherche pluridisciplinaire, et notamment ce qui nous a rendu service ces dernières années à Grenoble, c'est l'IDEX. Donc, on a l'IDEX depuis janvier 2016. On est encore en période probatoire et on n'a pas encore la confirmation qu'on sera prolongé ou pas. Mais en tout cas, sur ces années d'IDEX, on a eu pas mal de programmes de recherche interdisciplinaires avec des budgets importants. Et on a eu notamment des thèses qui ont été co-dirigées. Donc, à la fois par quelqu'un, dans notre cas, de gestion, avec quelqu'un qui peut être un économiste, mais qui peut être dans une discipline plus de sciences dites dures. Donc, on a des collaborations qui se sont nouées par l'intermédiaire des thèses financées dans les programmes pluridisciplinaires de l'IDEX. Donc, ça a aidé. L'IAE les enseignants-chercheurs de l'IAE sont partie prenante de 4 programmes pluridisciplinaires. Donc, je ne vais pas forcément citer, mais pour donner l'idée que ça a quand même une certaine importance. Il y a autre chose aussi qui favorise la collaboration pluridisciplinaire, c'est
je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est relativement important. Depuis le 1er janvier 2020, l'IAE fait partie. C'est-à-dire que quand l'EPE s'est créé, au 1er janvier 2020, la grande université Grenoble-Alpes, il y a eu la structuration avec des grandes composantes, certaines avec personnalité morale, d'autres sans personnalité morale. Et l'IAE, qui a dû choisir à ce moment-là son rattachement, s'est tournée vers les écoles d'ingénieurs. Donc, l'IAE de Grenoble est une école qui fait partie de Grenoble INP avec les 7 autres écoles d'ingénieurs, ce qui est quand même pas forcément évident et un petit peu original, même s'il y a d'autres structures qui ressemblent de ce point de vue-là. Et donc ça modifie aussi les choses et je pense que ça va ouvrir aussi des perspectives. J'ai en tête là l'inscription toute récente en thèse d'une personne qui est co-encadrée par un enseignant-chercheur de l'IAE et par un enseignant-chercheur d'une école de Grenoble INP sur financement, donc Grenoble INP. Donc ça aussi, ça nous permet des ouvertures. On avait déjà l'habitude de travailler avec Grenoble INP. On a par exemple un programme de finance quantitative qui marche très bien depuis longtemps. Mais je pense que ça va nous aider à développer des collaborations. Parce que l'enjeu quand même à Grenoble, je pense aussi, c'est de faire reconnaître, alors d'une manière générale, les sciences humaines et sociales, et donc pour nous la gestion, de se faire reconnaître aussi par les sciences dites dures, et donc de montrer ce qu'on est capable de faire en recherche et d'apporter aussi à la société par nos thématiques. Et donc, cette intégration à Grenoble INP peut peut-être nous y aider. Voilà ce que je peux dire dans un premier temps. Je pense que pour l'avenir, on a aussi la Graduate School qui est en train de se faire au niveau du site. Et ce qui concerne la gestion, il va y avoir un certain nombre de parcours et la gestion est partie prenante de 2 parcours, donc de la Graduate School, qui là aussi doit permettre de travailler de façon pluridisciplinaire. Bien, merci Isabelle. Alors pour conclure ces 3 témoignages, je rajouterai peut-être 2 mots sur une autre situation, c'est la situation à Paris 1, où la gestion était historiquement dans 2 laboratoires, celui de l'IAE. Donc l'IAE a son propre laboratoire et il en existe un également à l'UFR 06, donc à l'EMS de Paris 1. Et pour aller dans la continuité d'Isabelle, hein, en fait, effectivement, c'est un laboratoire de gestion dans la même université. N'étant pas engagé dans des projets de commu ou des projets de PE, on restait sur 2 laboratoires et donc on a créé une marque commune qui s'appelle Sorbonne Recherche en Management, mais qui a pour vocation aussi à réunir l'ensemble des chercheurs avec une structuration qui du coup est devenue matricielle avec des disciplines, mais également des axes qui sont clairement identifiés. Je note aussi que l'évolution avec un directeur de la recherche au sein d'un IAE, c'est une évolution que nous avons ici aussi à Paris. Hein, donc, moi, j'entends hein, effectivement que le positionnement du laboratoire par rapport à un IAE, entre collaboration très étroite entre les directions des 2 entités, hein, du laboratoire et de l'IAE, au regard des connexions qu'il y a, eh bien, elles doivent être renforcées et pouvant aller jusqu'à ce qu'un directeur de la recherche existe, ou une directrice de la recherche existe au sein des IAE. Voilà, donc je voudrais passer la parole maintenant à Hubert Pérez. Voilà un petit peu, vous avez un panorama là, je crois assez complet des situations que nous avons en sciences de gestion. Beaucoup de ces regroupements ont été guidés par voilà, des intérêts, on le sent bien, aussi de taille critique, de se regrouper, de pouvoir agir d'abord entre nous avant de faire du pluridisciplinaire, d'avoir peut-être des moyens supplémentaires et une animation avec plus de personnes. Alors vous, quel est votre regard un petit peu sur ces situations, sur ces questions d'organisation et de taille critique avec votre regard sciences sociales et HERS? Et bonjour, je voudrais dire d'abord que ne vous étonnez pas si ma vidéo disparaît, j'ai une connexion 4G qui est parfois instable, c'est le cas aujourd'hui, donc j'enlève la vidéo pour pouvoir rétablir un petit peu un flux correct. Bon, un tout petit élément de présentation hein, pour savoir d'où je parle. Moi, je suis donc membre du département d'évaluation de la recherche
Je suis responsable d'un groupe appelé Normes, institutions et comportements sociaux qui regroupe plusieurs disciplines, le droit, la science politique, la sociologie, l'ethnologie et Infocom, les sciences de l'information et de la communication. C'est le sous-groupe, le sous-domaine scientifique qui est le plus important au sein du département d'évaluation de la recherche et des SHS. Donc mon expérience est essentiellement donc tirée de l'observation de ce qui se passe dans toutes ces disciplines, mais un des intérêts du HCERS, c'est que nous côtoyons en permanence et nous discutons avec des collègues qui viennent de toute autre discipline, et le choix a été fait au HCERS d'avoir un modèle standard d'évaluation et de rapport d'évaluation qui est commun à toutes les disciplines. Donc ça pose parfois un petit peu de problème, mais en même temps ça permet de tous se rencontrer et de confronter les difficultés qu'il y a à s'ajuster à tous ces éléments. Bon, je voudrais d'abord dire que le HCERS n'est en rien prescriptif quant au mode d'organisation de la recherche. D'ailleurs, il n'est normalement prescriptif en rien. Alors parfois, ce n'est pas tout à fait exact, parce qu'il suffit de dire qu'on va évaluer telle chose pour qu'aussitôt ça devienne quelque chose d'important dans les laboratoires, en bien ou en mal, parfois en bien. Par exemple, quand on a introduit la formation par la recherche pour les unités de recherche dans l'évaluation, on s'est aperçu que beaucoup de laboratoires qui ne se préoccupaient pas beaucoup de leurs doctorants se sont mis véritablement à y penser. J'ai un souvenir à Dijon, par exemple, une unité que je ne nommerai pas, dans laquelle les doctorants n'étaient pas invités à la réunion plénière de visite. Et lorsque j'en ai fait part au directeur, il m'a dit « Ah bon, j'ai même pas pensé à inviter mes doctorants ». Bah oui, après quelques années d'évaluation, aujourd'hui, ce type de réaction ne serait plus possible. Toutes les unités font beaucoup plus attention, au moins en apparence, au traitement réservé à leurs doctorants. Donc, si le HCERS est prescriptif, c'est parce qu'en choisissant un certain type d'évaluation, il peut pousser effectivement les unités et les tutelles à s'orienter dans une certaine direction. Mais alors, l'observation que je peux faire, c'est que les modes d'organisation, de structuration des unités, en termes de taille, en termes d'organisation interne, en termes de relations entre les tutelles, multitutelles ou non, multisites ou non, ils sont en réalité extrêmement divers. Et il n'y a aucun modèle qui s'impose a priori, même si dans certaines disciplines, alors là ce n'est pas la mienne, on voit bien un modèle qui se dégage. En sciences de la vie et de l'environnement, on a des UMR qui sont parfois très importantes, mais avec une multitude d'équipes, et parfois des équipes qui sont extrêmement petites, avec quelques chercheurs, avec moins d'une dizaine de chercheurs. Et le véritable grain de l'évaluation, en réalité, c'est le vocabulaire du HCERS, le véritable grain de l'évaluation en SVE, c'est souvent beaucoup plus l'équipe que l'unité en général, parce que c'est vraiment au niveau de l'équipe que se fait la recherche. La structure de l'unité de recherche, c'est plutôt une structure de mise à disposition de plateformes, de financement, de mise à disposition de personnel d'appui à la recherche, mais la recherche se fait véritablement dans les équipes. C'est très différent dans les sciences sociales, dans les sciences humaines et sociales, et en particulier dans les disciplines dont je m'occupe, mais même dans le panel de disciplines dont je m'occupe, vous avez des organisations très différentes. Par exemple, le droit se caractérise par une multiplication de toutes petites équipes, parfois composées de 4, 5, 6 individus, enseignants-chercheurs. Alors, ce sont en général ce que l'on appelait autrefois des équipes d'accueil, puisque les équipes d'accueil, ça n'existe plus. Le ministère ne reconnaît plus, ne labellise plus des équipes. On a aujourd'hui deux modèles, le modèle de l'UMR, avec donc une association à des organismes de recherche, et puis des unités de recherche qui sont proprement universitaires. Les universités peuvent faire théoriquement ce qu'elles veulent avec ces unités de recherche, mais elles continuent d'être évaluées par le HCERS. Donc on a en droit de toutes petites unités extrêmement minces, et puis on a d'autres disciplines, alors monodisciplinaires pour le droit, puis on a d'autres disciplines, alors comme la mienne à l'origine, la science politique, dans lesquelles, en dehors de quelques grands établissements, il n'existe pratiquement plus de labo monodisciplinaire parce qu'il n'y a pas suffisamment de politistes dans la plupart des structures. Et en dehors de Sciences Po Paris et de quelques très grandes universités comme Paris 1, bien, les politistes se trouvent toujours dans des unités pluridisciplinaires avec des sociologues, avec parfois des historiens, des géographes,
Alors, Pacte à Grenoble en est un bon exemple, avec au départ un labo de sciences politiques, mais qui est devenu un laboratoire de sciences sociales très vaste en général. Alors, est-ce qu'il y a un de ces modes d'organisation qui prend le pas sur les autres du point de vue de l'évaluation? C'est-à-dire qu'est-ce que par la force des choses, quand on est un laboratoire pluridisciplinaire, on est mieux évalué qu'un laboratoire monodisciplinaire ou inversement? Est-ce qu'on peut considérer qu'il y a une taille désirable? Très honnêtement, non, parce que, alors, en dehors peut-être du fait que, on peut dire qu'une unité qui comporte moins d'une dizaine d'enseignants-chercheurs, c'est considéré partout comme étant très en dessous de la taille critique. Je dirais que la taille minimum qui est acceptable, c'est une quinzaine d'enseignants-chercheurs, de 15 à 20, c'est une véritable unité. Et il n'y a pas vraiment de désavantage à présenter un dossier d'auto-évaluation pour une unité qui présente cette taille. Mais il y a parfois des unités beaucoup plus importantes, et en sociologie, en sciences politiques, on va d'une quinzaine d'enseignants-chercheurs et de chercheurs à des unités qui ont 200 enseignants-chercheurs et chercheurs. Donc vous avez une palette extrêmement vaste. En réalité, puisque l'évaluation HRS est une évaluation des pairs par les pairs, ce que les comités d'experts tentent d'évaluer, c'est la conformité des résultats de la production scientifique, mais aussi la nature de l'organisation de l'unité, puisqu'à l'heure actuelle, il y a 3 grands critères d'évaluation qui sont le plus important, la production et l'activité scientifique. Deuxième critère, l'organisation et la vie collective de l'unité. Troisième critère, la stratégie et le projet d'une unité. Entre parenthèses, c'est peut-être appelé à changer parce qu'il y a une réflexion en cours sur une transformation du référentiel de l'évaluation, et probablement le critère activité-production scientifique émergera davantage qu'il n'émerge aujourd'hui dans l'avenir. Mais comme tout ça est en discussion, je ne peux pas en dire beaucoup plus. Mais ce que les comités d'experts repèrent, c'est en général la conformité entre les objectifs et les résultats. Quand on forme une unité pluridisciplinaire, si l'unité ne prétend à rien d'autre qu'à rassembler des gens pour leur offrir une structure administrative, et que la véritable recherche se fait au niveau des équipes ou des axes ou des thèmes de recherche, les comités d'experts prennent ça pour acquis. Si par contre l'unité prétend avoir un véritable projet scientifique et qu'en réalité on s'aperçoit que l'unité est extrêmement hétérogène et qu'il y a des choses qui partent dans toutes les directions, on parlera d'une très grande hétérogénéité, d'une non-conformité du fonctionnement de l'unité à son objectif. Donc une unité très vaste, mais qui est en même temps hétérogène, avec des équipes ou des axes qui ont des productions qui sont très différentes du point de vue qualitatif et quantitatif. Ça, c'est quelque chose qui va être remarqué en négatif dans des rapports d'auto-évaluation. Pour dire, on a une unité qui est très hétérogène. Des unités qui sont éventuellement multisites, ça peut fonctionner, mais les comités vont remarquer que, par exemple, parce qu'il y a plusieurs sites, eh bien, il y a assez peu d'occasions de rencontres entre les chercheurs et les enseignants-chercheurs. Il n'y a pas véritablement de synergie collective, il n'y a pas de rassemblement. On a l'impression, en écoutant les différents interlocuteurs, qu'ils appartiennent à des univers très différents. Et ça, c'est encore une fois quelque chose qui peut venir en négatif. Ça fait partie, puisque dans les rapports d'évaluation, nous avons une structure très simple qui sont les points forts et les points faibles. Voilà. Et puis avec quelques recommandations à la fin. Et donc, ce que je viens d'indiquer, ça apparaîtra forcément dans les points forts. Par contre, les unités qui parviennent, en étant pluridisciplinaires et parfois multisites, à réaliser une véritable synergie collective, or, on a parlé de Bordeaux tout à l'heure, avec Pascal Barnetto, je crois. Moi, je suis un ancien de Sciences Po Bordeaux, ce sont des unités de recherche que je connais très bien, mais si vous prenez les grosses unités de recherche de Sciences Po Bordeaux, le centre Émile Durkheim et les Afriques dans le monde, c'était au départ des laboratoires de sciences politiques qui ont grossi en s'adjoignant de la sociologie, de la géographie, etc. Mais je prenais le centre Émile Durkheim, il a réussi, en étant avec 2 sites, l'ex-université de Bordeaux 2 et l'IEP, à avoir des thèmes de recherche qui sont toujours dirigés par un tandem, un sociologue et un politiste. Les séminaires se tiennent dans un lieu ou dans un autre. Donc, quand on évalue cette unité, on a l'impression que là, on a un mariage, une fusion très bien réussie.
Dans d'autres cas, on va se dire, on a supprimé les équipes, mais il y a des thèmes de recherche qui, en réalité, reconstituent les précédentes équipes et on ne voit pas véritablement de synergie entre ces différents éléments. Pour ce qui est, par exemple, du nombre de tutelles, c'est un peu la même chose. On peut remarquer très vite, il y a des unités multitutelles, c'est assez impressionnant. Dans la région lyonnaise, par exemple, on a des grandes UMR avec 4, 5, 6 tutelles. Parce qu'il y a l'ENS, il y a Lyon 3, il y a Lyon 2, il y a le CNRS, il y a l'Université de Saint-Étienne, etc., etc. Donc, on a des unités qui ont des tutelles qui sont extrêmement variées. Mais ce que l'on peut remarquer assez vite, parfois, c'est les différences d'implication des tutelles. Lorsqu'on a des tutelles qui sont très impliquées, qui ont un financement qui est abondant, et d'autres, au contraire, qui se sentent beaucoup plus en retrait. Et donc, tout ça, normalement, c'est quelque chose qui est dit et qui est vu dans les dossiers d'évaluation. Et donc, à mon sens, il ne faut pas se poser la question du mode d'organisation optimal, mais de la manière optimale de faire fonctionner le mode d'organisation que l'on a choisi et qui correspond à ses capacités, ses possibilités. Et en faisant toujours attention aux raisons pour lesquelles on choisit un mode d'organisation qui sont parfois de mauvaises raisons. Alors, il y a une mauvaise raison et qui est pourtant une raison à laquelle il est très difficile de résister, ce sont les consignes ou ce que l'on croit être les consignes des tutelles. Et plus que le HERS, par exemple, le CNRS a une responsabilité très forte en ce qui concerne les UMR, par exemple. Moi, j'ai été directeur d'une UMR, d'une petite UMR, d'une quinzaine d'enseignants-chercheurs pendant longtemps, une UMR de sciences politiques à Montpellier. Et j'ai vécu les différentes phases des injonctions du CNRS, du CNRS, qui était de nous dire « vous êtes beaucoup trop petit, il faut absolument vous marier ». Alors avec n'importe qui, y compris en allant chercher à Aix-en-Provence, à Perpignan, etc. Ça n'a pas marché, mais le CNRS a depuis revenu à un discours complètement différent, en disant ça ne sert à rien d'avoir des mariages forcés, de faire naître des équipes qui sont très vastes. Nous, ce que nous voulons, c'est des équipes bien thématisées, qui soient cohérentes du point de vue du projet scientifique et qui se distinguent des autres. C'est la ligne actuelle de l'INSHS, en particulier en sciences politiques et en sociologie, de privilégier des unités qui peuvent être très petites, mais qui ont un projet scientifique, une thématisation assez forte qui les distingue dans le paysage. Et donc, il faut savoir décrypter effectivement ces injonctions, parfois ne pas y répondre trop rapidement, parce qu'elles peuvent changer très rapidement et parce que certains éléments contextuels peuvent amener à ça. Il a été question tout à l'heure à propos de Grenoble, je crois, de l'ICIT. À Montpellier, de l'IDEX, à Montpellier, il y a un ICIT qui a transformé les choses. L'université de Montpellier, qui est la porteuse de l'ICIT, elle est maintenant beaucoup moins intéressée par le fait de faire grossir des équipes que par le fait que ces équipes de pointe s'adaptent aux priorités scientifiques de l'ICIT. Et donc, il est beaucoup plus important de parvenir à se concentrer, à peu réorienter les recherches vers des objectifs scientifiques qui correspondent à celui de l'ICIT que de continuer à faire des choses qui partent un petit peu dans toutes les directions. Donc, je crois qu'il faut faire très, très attention à ne pas considérer qu'il y a un mode d'organisation ni une taille qui sont imposés, mais que si on fait un choix d'une organisation particulière, alors il faut essayer de mettre en cohérence les objectifs, les moyens que l'on donne et les résultats que l'on obtient. Mais créer des grandes unités avec plusieurs disciplines, plusieurs sites, simplement pour paraître plus gros, ça je crois que ce serait une erreur tout à fait fondamentale. Et ce d'autant plus que finalement l'avantage principal de la taille, il ne se situe pas tellement au niveau de l'organisation en laboratoire de recherche. Il se situe il existe en termes de visibilité internationale de la recherche. Dans le classement de Shanghai, on ne note pas les laboratoires, ce sont les universités et les établissements que l'on note. Et là, le véritable enjeu n'est pas celui de la taille des labos, mais celui de la signature des publications. Oui, il est aussi important de se poser parallèlement à la question de l'organisation de la recherche, me semble-t-il, dans vos institutions, que de se poser la question de la manière dont les productions scientifiques de vos chercheurs sont visibles à l'échelle nationale et internationale. Et là, c'est la politique de citation, de signature qui est importante. Je reprends l'exemple de l'université de Montpellier. Il y a maintenant quelque chose d'extrêmement clair.
tous les chercheurs de l'Université de Montpellier, quel que soit leur laboratoire, ont pour consigne de mettre en premier dans leur signature, après leur nom, l'Université de Montpellier. Et le CNRS est d'accord avec cela. Et le laboratoire n'intervient que tout à fait en bout de chaîne. Et si à la limite il n'y est pas, ce n'est pas très grave. L'important, c'est que l'Université de Montpellier puisse être identifiée à l'échelle de toute sa production scientifique. Donc là encore, je crois qu'il ne faut pas chercher forcément à agir sur le levier de la taille et de l'organisation des labos pour agir sur la visibilité, en tout cas internationale, d'une institution. Bon, voilà ce que je peux vous dire d'une manière très générale, mais je suis prêt à répondre à des questions un peu plus précises sur le sujet. Bien, mais merci. Je crois que bon, on arrive là sur la fin de ce premier round de discussion et des réactions donc aux modèles qui sont observés. Et donc, alors j'incite maintenant évidemment tous les participants, enfin tous les spectateurs à poser des questions. Moi, il y en a deux qui me sont venus à l'esprit et que j'adresse un petit peu de façon indifférenciée aux membres de ce panel. J'entends finalement que il faut avoir des objectifs scientifiques clairs en matière de définition d'une stratégie de recherche. Tout à l'heure, c'est Isabelle, je crois, nous disait que on va réfléchir à un plan stratégique autour de la recherche, c'est-à-dire voir concrètement ce que ça veut dire. Et effectivement, dans nos disciplines, il est assez logique qu'on se soucie de faire des plans stratégiques pour les IAE. Je rappelle que c'est d'abord maintenant un élément du référentiel CALICERT, d'avoir un plan stratégique, et que dans ce plan stratégique, il y ait une déclinaison de la stratégie autour de la recherche. Et donc j'entends, si j'ai bien un petit peu synthétisé les choses, que finalement la taille est moins importante que la cohérence du projet scientifique et sa visibilité. Donc je voudrais revenir peut-être avec les membres du panel sur ces deux sujets. Est-ce que à votre niveau, alors peut-être dans le même ordre, dans un ordre différent, est-ce qu'à votre niveau, vous avez un sujet de cohérence de ce projet scientifique, de cohérence en termes de thématique, en termes de production de travaux par chercheur? Est-ce que, voilà, comment vous travaillez? Est-ce que pour vous c'est un sujet, ou comment vous avez cherché à améliorer la cohérence de vos projets scientifiques, sachant que vous avez été marqué par des évolutions institutionnelles relativement significatives? Qui veut se lancer? Ou quel conseil peut-on donner à nos spectateurs et puis à ceux qui reverront pour avancer sur la cohérence? Moi, j'ai une ou deux idées, mais je voudrais que les autres réagissent. Pas tous en même temps, comme à l'école. Je veux bien commencer, oui. Même si je ne suis pas sûre d'avoir beaucoup à apporter sur la réponse à la question, mais moi j'ai l'impression qu'en tout cas en ce qui nous concerne, on a dû rechercher cette cohérence au moment où on a repensé les axes du labo, et c'est pas si vieux. C'est-à-dire qu'on avait vraiment un fonctionnement qui était plus par discipline. On avait un atelier finance, on avait un atelier marketing, etc. Et là, on a vraiment cherché les thématiques sur lesquelles on voulait travailler ensemble, et où les sous-disciplines de la gestion pouvaient se marier. Donc, bon, historiquement, on a quand même, mais c'est pas hyper original parce qu'il y a pas mal d'endroits maintenant qui le font, mais on a un axe responsabilité sociale qui est assez fort, qui se développe à la fois en finance et en marketing, par exemple. On a beaucoup de choses sur l'innovation à l'entrepreneuriat, qui est quand même aussi une marque un petit peu grenobloise, puisqu'on a eu pas mal d'avancées sur l'entrepreneuriat avec les pépites et Jean-Pierre Boissin, par exemple. Donc, l'IAE elle-même a défini aussi sa vision, quelle est sa mission, etc. Et chaque étudiant aussi est incité à avoir un petit peu ce comportement d'entrepreneur, et puis cette attitude vis-à-vis de l'innovation. Ça, c'est vraiment des thèmes qui nous fédèrent et qui concernent l'ensemble en fait des acteurs. Pascal?
Oui, je vais un petit peu rebondir sur les propos d'Isabelle, parce que je pense que je partage une grande partie de ce qu'elle vient de dire. Nous aussi, on a repensé finalement nos thèmes ou nos axes, en fait, il y a d'ici 4 ans de là, où effectivement, on s'est positionné sur la RSE, sur le numérique. Le vin existait déjà, mais finalement, pourquoi on est allé là-dedans? Déjà pour effectivement voilà, faire émerger finalement une espèce de cohérence avec également notre tutelle, hein, ces objectifs stratégiques qui étaient clairement mentionnés dans sa lettre de cadrage hein, sur l'Université de Bordeaux à l'horizon de 2025, hein, où il y avait ces deux axes, l'axe lié à l'environnement au sens large du terme, un développement durable, et puis un axe également lié au numérique, parce que le numérique faisait partie et fait partie des axes prioritaires de la région Nouvelle-Aquitaine. Ça fait partie également voilà, d'un pool émergent de pas mal de fintech sur Bordeaux, en fait, hein, qui se veut une ville voilà, faisant éclater pas mal de startups sur ce plan-là. Donc, c'était finalement tout en cohérence avec, effectivement, comme pour Grenoble, bah, l'émergence de disciplines qui existaient déjà, qui étaient fortes également, comme l'entrepreneuriat, hein, chez nous, avec Thierry Verstraete, avec le ERP Lab. Mais finalement, ça a permis également, bah, finalement, tous ces thèmes, en fait, de se retrouver, mais également avec d'autres collègues plus largement qu'à Bordeaux, sur la région, en fait. Et j'insiste sur cet ancrage région parce que, avec mes collègues de Pau et de Poitiers de La Rochelle, ben, finalement, on s'est retrouvés également sur ces mêmes thématiques, notamment la partie environnement, la partie digital numérique, la partie entrepreneuriat. Et finalement, ça nous permet également de repenser finalement la transition dans le management ou le management des transitions. Et je pense que là, on est parti sur, voilà, sur cette cohérence globale que j'ai entre ma tutelle, donc l'Université de Bordeaux, ce que l'on peut faire au niveau de la région, mon département ECOR, en fait, tout cela bon, voilà, émerge sur finalement les mêmes orientations et les mêmes axes. Merci Pascal. Marc? Bon, j'ai beau être en marketing, moi, je me méfie toujours des modes. Et à partir du moment où tout le monde parle de développement durable, tout le monde parle de responsabilité sociale, tout le monde parle de big data, tout le monde... Bon, je veux dire, est-ce que c'est vraiment en gestion que nous sommes le mieux placés pour poser ces questions-là? Donc je crois que, bon, je suis volontairement un peu provocateur, hein, sinon l'auditoire s'ennuierait un peu si on dit tous la même chose. Mais je crois fondamentalement que notre discipline est confronté à une situation qui est finalement un peu, qui fait un peu sa spécificité. Nous avons un ancrage disciplinaire. C'est pas un mot grossier que de dire on a un ancrage disciplinaire. Quand on dirige des thèses, nos thèses, elles ont quand même en général un ancrage disciplinaire. Et quand elles l'ont pas, nous sommes quelques-uns autour de ces écrans à avoir passé suffisamment d'années au CNU, n'est-ce pas Eric et Isabelle, pour savoir que quand la thèse n'a pas un ancrage disciplinaire un peu marqué, ça peut mal se passer. Donc, on a cette fonction dans nos équipes d'encadrement de nos doctorants, et je pense que cet encadrement des doctorants, il garde un ancrage disciplinaire. Même si on peut avoir des thèses, j'ai eu le bonheur de diriger une thèse il y a quelques années qui a eu le prix de la meilleure thèse transversale de la FNEJ, donc ça fait toujours plaisir, mais c'est de l'exception. J'ajoute que quand on publie, même si les classements de revues disparaissent, il ne faut pas se voiler la face. Les grandes revues, celles où tout le monde rêve de courir après la piste aux étoiles, comme avait dit il y a quelques années mon ami Gérard Charot, les grandes revues, elles sont disciplinaires. Les revues transversales, excusez-moi, mais elles n'ont pas cette visibilité. Donc je crois que en ce qui concerne les apports durs de la recherche, hein, les apports théoriques, parce que il y a quand même, c'est pas un mot grossier. Je veux dire, la recherche en gestion, elle doit déboucher sur des apports théoriques, et ces apports théoriques, je pense que le plus souvent, ils ont un ancrage disciplinaire. Alors qu'ensuite, en termes d'application de ces recherches, on ait une approche sectorielle, qu'on ait une approche thématique, donc qu'on s'intéresse au pinard à Bordeaux et à Dijon, on veut dire, bah ouais, la belle affaire, hein, c'est plutôt logique. Qu'on s'intéresse à la mer quand on est quand on est à Brest, qu'on s'intéresse à la bière quand on est en Alsace, je veux dire, bon, ok, il peut y avoir des applications sectorielles, et c'est vrai que si on a des applications sectorielles, on est naturellement incité à collaborer, alors d'abord avec d'autres champs disciplinaires de la gestion, voire avec d'autres disciplines.
Mais je pense que l'orientation vers des thématiques, elle présente ce danger. Hubert Pérez rappelait tout à l'heure les revirements du CNRS en matière organisationnelle. Alors moi qui suis aussi un vieux, alors ces revirements, si on les comptait, on aurait de quoi faire une encyclopédie. Hein, mais pour une raison assez logique, c'est que, comme vous l'avez dit fort justement, il n'y a pas de modèle idéal. Et lorsqu'on parle de recherche d'axes transversaux, il n'y a pas non plus d'axes transversaux universels, et ces axes, je suis bien tranquille que dans 2-3 ans, on les abordera d'une manière assez différente. Donc je pense que l'une des difficultés auxquelles on est confronté, effectivement, c'est cette recherche d'un équilibre entre ce qui reste fondamentalement disciplinaire. Écoutez, pour avoir porté sur les fonds baptismaux la nomenclature des mentions de master de gestion en 2014, excusez-moi, mais si les mentions de master ne sont pas disciplinaires, il faudra qu'on m'explique ce qu'elles sont en gestion. Donc on a quand même cette responsabilité dans nos équipes d'apporter l'adossement recherche de nos mentions de master. Donc cet ancrage disciplinaire, il est indispensable. Qu'à côté de ça, on ait une réflexion effectivement sur les thèmes dans lesquels on va pouvoir valoriser ces compétences disciplinaires. Oui, bien sûr, mais je hiérarchiserai les deux, c'est-à-dire que je pense que, alors je peux me tromper, hein, on verra dans 10 ans, mais j'ai quand même l'impression que si on essaye de dresser un bilan de ce que la recherche française en gestion a produit au plan international depuis 20 ou 30 ans, on aura quand même plus de contributions dans le domaine disciplinaire que dans le domaine transversal. Mais le débat est ouvert. Merci. Juste pour compléter, pour vous donner mon sentiment, effectivement, c'est que donc si je fais un petit peu la synthèse entre l'approche par des axes ou par des thématiques et le maintien des approches disciplinaires, j'ajouterai au débat pour tous ceux qui sont des directeurs de laboratoire et qui nous ont rejoints ou qui verront après ce webinaire et certains aussi qui deviendront des directeurs de laboratoire ou des directrices de laboratoire. Moi, il y a deux sujets que je voudrais rajouter à ces réflexions sur la structuration. Il y a le sujet de toujours faire reconnaître les sciences de gestion et le management comme contributeurs à des problématiques sociétales quand même. Bon, ça, je pense là plus pour les actes. Je pense que le management en général et les disciplines du management ont des choses à dire sur des sujets sociétaux. Alors, vous me direz, c'est un peu. Bon, je suis prof de finance, mais j'aime bien la communication aussi, hein, vous le savez bien. Donc peut-être pour pouvoir mieux communiquer et mieux se faire connaître aussi, c'est de montrer que nous sommes capables, via nos disciplines, de traiter des sujets sociétaux, de contribuer à des sujets sociétaux qui, sur le papier, effectivement, pourraient être et sont traités par d'autres grandes disciplines, hein, si je reste disciplinaire. Et deuxième complément que j'apporterai aux commentaires précédents, c'est de se dire il faut quand même, moi je suis un partisan de professeurs de sciences de gestion, même s'ils ont une discipline de rattachement, et le fait de travailler dans des équipes un peu pluridisciplinaires en gestion, je parle, hein, et donc de s'intéresser quand on est en marketing aux questions de finance ou de RH ou inversement, ça a aussi un intérêt et que l'approche par les axes, même si je suis d'accord, la valorisation et les publications sont à faire sans doute, en tout cas la publication reste disciplinaire. Je pense que c'est important que des professeurs ne soient pas trop, des enseignants-chercheurs, ne soient pas trop marqués par une seule discipline et puissent regarder un petit peu ce qui se passe ailleurs. Donc, je suis parfaitement à l'aise en entendant Marc Filzer indiquer qu'il faut un équilibre entre le volet disciplinaire et le volet thématique. Mais je rajouterais, moi, derrière, deux sujets qui doivent nous préoccuper. C'est notre visibilité, notre notoriété via le fait qu'on puisse s'intéresser et traiter et contribuer au traitement de problématiques sociétales. Et cette idée que, mais là, Hubert Pérez, je vais lui donner la parole, est-ce que finalement les sciences de gestion apparaissent comme comme un champ à lui tout seul, et comment faire avec l'existence de plusieurs disciplines à l'intérieur d'un même champ, quoi, en fait. Oui, non, je voulais réagir essentiellement à la fois pour dire, d'un côté, alors mon parfait accord avec ce que vient de dire Marc Filzer sur l'importance de la dimension disciplinaire, hein, les comités d'experts, ça, malgré tous les discours sur l'importance de l'interdisciplinarité, la difficulté à définir précisément ce qu'est interdisciplinarité, pluridisciplinarité, les discours qui vont dans le sens du dépassement
du cloisonnement disciplinaire. Tous les comités s'inquiètent en particulier de ce qui a été dit, c'est-à-dire qu'on se demande toujours, lorsque les gens prétendent de faire de l'interdisciplinaire, quel va être le devenir des doctorants qui doivent forcément s'inscrire dans une discipline donnée. Et lorsque les gens cherchent à connaître la qualité scientifique, lorsque l'expert cherche à connaître la qualité scientifique de la production d'unités, ils vont regarder les supports les plus connus dans une discipline. Et il n'y a pas de support interdisciplinaire qui ait acquis la même notoriété, la même visibilité, la même réputation que des supports disciplinaires. Donc, il est effectivement très, très important de chercher l'excellence dans une discipline. Cela dit, je mettrai un tout petit bémol sur l'opposition que j'ai sentie entre transversalité et caractère disciplinaire. Parce que la transversalité, ce n'est pas forcément de l'interdisciplinarité. La transversalité, c'est le fait qu'on définit une préoccupation commune, parfois même un objet commun, mais l'on peut regarder de différents angles. Et à ce moment-là, chaque discipline peut apporter un éclairage particulier sur un problème déterminé. Et les comités d'experts, généralement, ne confondent pas. Ils apprécient généralement la transversalité, c'est-à-dire de créer quelque chose en commun, de faire participer des gens de différentes disciplines à une discussion commune sur un objet, qu'ils peuvent aborder par différents traits. Ils ne le confondent pas avec la prétention à l'interdisciplinarité. Donc ça, ce sont deux choses qui sont un peu différentes. Alors on est évidemment sur du flou, comme dirait Max Weber, les frontières sont absolument flottantes dans tous ces éléments, mais il faut y faire assez attention. Par ailleurs, toutes les disciplines, pour reprendre ce que vient de dire Eric Lamarck, c'est vrai que toutes les disciplines, en réalité, ont des champs et des sous-champs qui peuvent être très différents. D'un sous-champ à l'autre. Dans toutes les disciplines, on a des choses qui sont comprises parfois par un petit nombre de spécialistes et pas comprises par l'ensemble. Mais ça, c'est vrai dans absolument toutes les disciplines. Même quand il n'y a pas de grands débats qui opposent, pour prendre les choses extrêmement classiques, économistes hétérodoxes, économistes orthodoxes, même lorsqu'il n'y a pas ce type de clivage énorme qui structure une profession, vous avez entre guillemets, des niches parfois qui font que certaines pointures dans une discipline regardent ça d'un petit peu de loin. Et donc, il faut accepter cette hétérogénéité à l'intérieur d'une discipline donnée. Ça, il ne faut pas absolument chercher à la nier, évidemment. Bien, alors, peut-être deuxième question ou deuxième série de commentaires, c'est autour des publications et de la signature unique. On a été frappé, plusieurs ont été frappés sur le fait que Paris-Saclay, tout d'un coup, se retrouve dans le classement de Shanghai, puisqu'on parlait du classement de Shanghai, se retrouve en quelques mois, finalement, en haut du classement de Shanghai. Donc, on voit effectivement cet effet signature. Alors, est-ce que, voilà, quelque part, on entend, c'est souvent small is beautiful dans les équipes. C'est bien de travailler à quelques-uns et d'être très actif à quelques-uns. Mais en même temps, il faut agréger plus vaste si on veut, Shanghai ou un autre peut-être, parce qu'on est quand même soumis à de nombreux classements. Il faut arriver à faire cette agrégation. Alors, la question est, est-ce que malgré tout, voilà, est-ce qu'il faut arriver, est-ce que c'est ça la recette, d'entretenir des petites unités finalement, au-delà de 10, 20, 30, 20, entre 10 et 20 personnes, mais multiplier ces unités derrière un panonceau commun, c'est-à-dire l'université Grenoble-Alpes, PE. Voilà. Est-ce qu'il y a des débats? Est-ce que je m'adresse à tout le monde? Est-ce que vous regardez ces débats pour dire finalement ce qui est important, c'est l'université à laquelle on est rattaché, et c'est les regroupements universitaires qui feront, à partir du moment où on est tous d'accord pour signer université quelque chose, c'est ça qui fera que finalement on sera visible. Donc c'est la combinaison de petites unités qui produisent avec un affichage, un panonceau qui serait commun. Est-ce que vous ressentez ces éléments-là à vos niveaux respectifs? Bon, là, je veux bien commencer parce que l'exemple de notre regroupement universitaire est intéressant. Le Crégo donc, est rattaché à l'Université Bourgogne-Franche-Comté, établissement public expérimental. Et lorsque ce regroupement s'est créé, ses fondateurs ont eu l'idée absolument géniale de faire entrer comme membre fondateur de cette commune l'École supérieure de commerce de Dijon. Donc, notre principal concurrent devient membre fondateur de la commune Université de Bourgogne-Franche-Comté.
Et bien évidemment, lorsque la politique de signature de la commu a été adoptée, nous avons reçu des instructions extrêmement autoritaires nous disant désormais, c'est comme à Montpellier, hein, lorsque vous publiez quelque chose, vous signez Université de Bourgogne-Franche-Comté. Alors vous pensez bien que nos collègues de l'école de commerce se sont empressés de le faire. Parce que entre signer, même si maintenant il s'appelle Burgundy School of Business, signer Université de Bourgogne-Franche-Comté, au plan international, c'est quand même drôlement mieux. Et c'est la raison pour laquelle au Crégo, je pense qu'on est très très peu nombreux à signer nos papiers Université de Bourgogne-Franche-Comté. Moi, je signe encore Crégo Université de Bourgogne. Donc, et j'ajoute, alors là, je vais encore être un sale provocateur, que le classement de Shanghai, je m'en moque un peu. Je veux dire, la visibilité du labo a son importance. Il y a une marque à laquelle je suis très attaché, c'est la marque IAE. Dans toutes mes publications, j'essaye de faire apparaître IAE, parce que c'est ça la marque qui pour nous a un sens. Le reste, c'est pour les égos des présidents de communes, de présidents d'universités qui rêvent d'entrer au classement de Shanghai. Pour une entité comme la nôtre, la question est secondaire. Donc on retombe dans la contingence généralisée. Merci Marc. Isabelle? Ouais, je vais peut-être avoir une voix un petit peu discordante par rapport à ce qu'a dit Marc, mais c'est tout l'intérêt. En fait aussi, je pense que mon jugement est un petit peu biaisé parce que j'ai été vice-présidente à la commu et que donc au moment où on a obtenu l'IDEX, et nous n'avons pas eu ce problème-là puisque Grenoble École Management n'a pas intégré la commu, donc on n'a pas eu le problème qui a été cité pour la Bourgogne. Et en tout cas, sur le site, on a ressenti, enfin, je parle pour moi, en tout cas, j'ai ressenti comme vraiment important cette unité qu'on crée avec l'Université Grenoble-Alpes et donc cette unique. Probablement pas le reflet de tous les enseignants-chercheurs du site. Et je comprends tous les défauts du classement de Shanghai, etc. N'empêche que, en termes de visibilité internationale, même en termes de visibilité nationale, quand l'Université Grenoble-Alpes rentre dans les 100 du classement de Shanghai, ça a du retentissement. Donc, on connaît tous les défauts du système, mais on sait qu'on doit jouer avec. Et personnellement, je trouve que c'est vraiment important en termes de visibilité internationale qu'on adopte ce classement, cette signature unique qui, enfin, à titre personnel, je trouve que ce n'est pas un inconvénient de signer avec cette signature unique. Au contraire, ça finit par créer un sentiment d'appartenance et une certaine fierté d'appartenance. Donc, je ne suis pas tout à fait sur la même longueur d'onde en ce qui me concerne par rapport à cet aspect-là. Pascal? La consigne, c'est quoi la consigne à Bordeaux? On a eu des consignes officielles, justement, de signer tous l'Université de Bordeaux. Après, je ne sais pas si tous mes collègues, finalement, respectent cette signature. Mais moi, le premier, j'étais quand même assez tenté et je l'ai souvent fait de signer IAE, IRGO, par exemple, sur un papier. Parce qu'effectivement, je suis un produit de l'IAE, j'ai fait ma grande carrière essentiellement en IAE. Voilà. Donc, naturellement, je signais IAE. Mais c'est vrai qu'on a reçu depuis 3 ans une consigne officielle de signer l'Université de Bordeaux. Et non même pas le nom du laboratoire ni le nom de l'unité de formation. Alors, est-ce que dans les autres domaines, Hubert Pérez, est-ce que dans les autres domaines, dans les autres sciences, cette question de la signature, finalement, s'impose assez naturellement ou pose problème encore à ceux qui ont une vision plus dans leurs équipes ou dans leurs labos? Comment ça se passe? Alors ça, c'est très difficile à regarder du point de vue du HERS parce que ce n'est pas une dimension que l'on regarde particulièrement. Puisque, encore une fois, la mission du HERS, c'est de fournir des évaluations sur la qualité de la recherche dans les structures de recherche qui sont celles des établissements pour leur permettre de déterminer une politique scientifique en toute connaissance de cause. Et là, il n'y a strictement aucune consigne, et c'est même quelque chose qu'on ne regarde pas. Alors, on le regarde d'autant moins que à l'heure actuelle, on ne lit pas les papiers. Les comités d'experts ne lisent pas les papiers des unités. On a un certain nombre de listes et on ne sait pas exactement effectivement comment ces papiers sont signés. On va parfois essayer de regarder les signatures quand on a des unités qui essayent de gonfler leurs effectifs
en y ajoutant des professeurs soi-disant ou des chercheurs soi-disant associés, qui est une catégorie extrêmement fumeuse. Et il arrive qu'on aille voir ce qu'écrivent ces soi-disant associés. On s'aperçoit qu'ils signent avec quelque chose où le nom du labo n'apparaît absolument pas, mais c'est une toute autre université, une toute autre structure. Mais il n'y a pas à l'échelle du HCRS de consignes de cette nature. Et encore une fois, on ne le pourrait pas parce que nous sommes au service des tutelles, nous sommes au service des établissements. Ce sont les établissements qui déterminent cette politique. Moi, je comprends. C'est intéressant hein, de voir ces deux points de vue sur je tiens à la signature IAE et je tiens en même temps mais en même temps, c'est important d'avoir de la visibilité au niveau d'un grand ensemble. Mais il faut bien se rendre compte que la logique véritable des regroupements des grandes structures, c'est bien ça, c'est bien d'accroître la visibilité à l'échelle internationale. Alors maintenant, moi, je n'aurai pas la réponse à cette question, mais qu'est-ce que ça signifie la signature IAE à l'échelle internationale? D'un autre côté, peut-être que vous en moquez complètement de connaître la visibilité de la signature IAE à l'échelle internationale. Je peux vous dire que, par exemple, en sociologie, en sciences politiques, ça ne pose pas de problème. C'est-à-dire mettre en premier... alors bon, si on sent que les chercheurs CNRS, ils ont toujours envie plutôt de mettre en premier CNRS, ils rechignent un petit peu à mettre université en premier. Mais moi, vraiment, je ne connais pas beaucoup de chercheurs pour qui ça pose un véritable problème de mettre Université de Montpellier, CNRS, et puis en dernier lieu, le labo. Les trois sont cités. Voilà. Bon, maintenant, encore une fois, nous, au HCRS, nous n'intervenons pas sur ce que les établissements décident hein, pour accroître leur visibilité. Bien, merci. Bon, on arrive au terme de ce webinaire. Hein. On est parfaitement dans le timing. Moi, je voudrais vous remercier hein, beaucoup de vos témoignages et contributions. On diffusera ce webinaire dès qu'on aura fini de le monter, comme on dit, sur le site internet d'IAE France. Hein. Je retiens peut-être, pour dire deux mots de conclusion, que il faut vraiment travailler et collectivement à d'abord avoir des objectifs précis et avoir une vraie politique de recherche, en fait, et une vraie politique scientifique, ce que parfois nous n'avons pas su faire ou su établir de façon stricte, que ces questions d'organisation doivent se traiter au regard de cette politique scientifique et de la façon dont on veut avoir de l'influence et de l'impact et de la visibilité, à la fois au sein de nos universités, en tant qu'IAE, c'est vrai, mais avec autour de nous des partenaires qui nous rejoignent ou pas d'ailleurs au sein de ces labos, en ayant à l'esprit aussi qu'on a des concurrents, hein, ça a été rappelé par Marc Fizer, on a effectivement des concurrents où là effectivement ils sont regroupés au sein de leur propre unité, sachant que, bon, je les ai pas invités, mais on a aussi des exemples de labos qui regroupent officiellement en gestion des écoles et des IAE, hein, ça existe également. Donc, les messages que je pense ce webinaire nous permettra de faire passer, c'est de rappeler un petit peu l'importance déjà de traiter cet ensemble de questions. Au-delà, après, évidemment, on n'a pas plutôt abordé la question des moyens que l'on met à disposition des chercheurs, la place des IAE dans le financement des laboratoires de recherche, qui est évidemment quelque chose aussi d'important pour renforcer les sommes qui nous sont données par les universités ou par les tutelles en tout cas. Voilà, donc tout ça, ce sont des questions, je crois qu'on n'avait pas abordées depuis que je suis président du réseau, qu'on n'avait pas abordées. Je pense qu'il faut les aborder. On avait des ateliers de recherche sur beaucoup de sujets. Peut-être qu'on envisagera avec Christian de Félix, qui s'occupe pas mal de ces questions, de réunions entre directeurs de la recherche ou directrices de la recherche ou des personnes, des labos de recherche, pour essayer de continuer à partager sur nos bonnes pratiques et ce que nous pouvons envisager de faire pour continuer voilà, à s'améliorer et toujours à accroître notre visibilité. Voilà, merci à tous, un grand merci. Je vous souhaite une excellente fin de journée et puis je vous invite aux uns et aux autres, à ceux qui nous ont écoutés aujourd'hui ou qui nous réécouteront en podcast plus tard, de continuer à nous suivre tout au long de ce mois de la recherche. Voilà, merci beaucoup à tous et à une prochaine fois. Et au revoir.